Merci infiniment, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en ligne et qui sont ici. Merci de votre accueil. C'est une grande joie de pouvoir échanger avec vous et c'est bien plutôt à moi de vous dire ma reconnaissance pour ce temps que vous nous permettez de partager sur les questions économiques et sur les questions spécifiques qui sont liées aux entreprises que vous représentez, mais de vous remercier aussi pour tout le travail accompli au cours des dernières années au Parlement européen, parce que vous faites avec vos équipes un travail absolument décisif pour que les entreprises que vous représentez soient entendues en Europe. Moi, je voudrais simplement partager mon propos liminaire autour de cette trilogie, à mon avis, décisive pour l'Europe, que nous aimons, mais dont nous pensons qu'elle doit pouvoir changer de cap pour redonner toute sa force à notre tissu économique. Je crois qu'il faut que l'Europe réapprenne à respecter les entreprises de proximité, les petites entreprises en particulier, les respecter, les considérer, les écouter, à simplifier. C'est évidemment un combat majeur, mais c'est un combat pour nous de longue haleine, et j'y reviendrai. Et puis à libérer les énergies qui sont aujourd'hui disponibles. Le point de départ de cette réflexion, c'est que nous sommes au cœur d'une crise économique, n'ayons pas peur de le dire, au cœur d'une situation de double décrochage. Un décrochage de l'Europe dans le monde. L'année dernière, le PIB américain a cru 5 fois plus vite que le PIB européen. Les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour parler compétitivité. Pour nous, c'est le sujet que nous avons martelé au cours des dernières années et qui malheureusement n'aura été que très peu traité par la Commission européenne, qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire en sorte que nos entreprises restent concurrentielles dans la compétition mondiale, y compris les petites entreprises qui elles aussi sont exposées à la concurrence internationale. Et ce décrochage de l'Europe dans le monde s'additionne à celui de la France en Europe, qu'il faut aussi regarder en face, et qui est l'effet bien souvent de la concurrence déloyale que nous organisons sur le dos de nos entreprises en surtransposant les règles européennes, en rajoutant encore de la complexité, en rajoutant encore de la fiscalité. Rappelons que les entreprises en France sont celles qui doivent faire face au contexte de prélèvements obligatoires les plus élevés au monde, avec la dépense publique la plus élevée d'Europe. C'est un grand point de désaccord que nous avons avec le président de la République quand il dit que la France n'a pas un problème de dépenses publiques excessives, mais un problème de moindres recettes. Moi, je crois le contraire. Je pense que nous avons besoin de faire en sorte que notre tissu économique retrouve l'oxygène dont il a besoin, et ça passe par une baisse de la dépense publique, ça passe par le fait que l'État doit se reconcentrer sur ses missions fondamentales, retrouver lui aussi les moyens de la performance. C'est un sujet qui vous préoccupe tous les jours. Vous savez qu'une entreprise qui n'est pas performante, eh bien, elle n'ira pas très loin. Notre État, malheureusement, aujourd'hui, prélève un maximum de ressources dans le travail des entreprises, des entrepreneurs, des salariés. Et à la fin, malheureusement, nos services publics essentiels sont tous en crise majeure. C'est bien qu'on a un problème de performance de l'action publique et qu'il faut le regarder en face. Au Parlement européen, on aura fait, au cours des dernières années, avec vous, un travail fondamental pour respecter, pour considérer les entreprises de proximité. Avec vous, nous sommes le seul groupe, le PPE, qui est un think tank interne sur les PME. Nous avons un groupe de travail spécifique pour les PME pour pouvoir passer au test de cette réalité des PME, toutes les législations qui auront été votées au cours du dernier mandat. Et c'est d'ailleurs ce travail, cette attention spécifique aux PME qui nous a fait être en contact sur beaucoup de sujets très spécifiques. Moi, ce qui m'a marqué au Parlement européen, je ne viens pas du monde économique, personnellement je suis professeur de philosophie, je suis entré au Parlement européen en commission de l'industrie parce que j'avais la conviction que c'est le tissu industriel, et notamment ce tissu industriel qui se trouve aujourd'hui dans nos PME, qui représente l'immense majorité des emplois économiques, mais aussi des emplois industriels dans notre pays. J'avais la conviction que c'est en partant de là, de l'acte de production, du travail des entreprises, qu'on pourrait redonner à l'Europe sa vitalité et son dynamisme. Et ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point il y a une décorrélation entre la capacité des grandes entreprises de se faire entendre, d'être représentées, de mobiliser des moyens, la capacité des ONG, des associations et bien souvent des organisations environnementales de déployer un lobbying extrêmement professionnel, actif, très bien financé. Et puis les petites entreprises qui, elles, aujourd'hui, par définition, ont beaucoup plus de difficultés à dégager l'effort nécessaire pour pouvoir se faire entendre et se faire représenter. Je pense à des sujets très spécifiques qu'on a portés, on en parlait à l'instant, sur le soutien à la filière du vitrail menacée par une directive européenne qui devait interdire le plomb, la défense des producteurs de lavande qui étaient eux aussi mis en danger par l'interdiction du linéanol
ou bien sur la question des archetiers qui réparent les archets anciens et qui voyaient leur activité littéralement disparaître à cause d'une interdiction d'exportation d'un bois très spécifique venu d'Amérique du Sud. C'est des exemples tout simples, mais pour moi, je me suis dit que mon rôle à moi, c'était de me faire l'avocat de ces toutes petites entreprises qui aujourd'hui n'ont pas des bataillons de lobbyistes à déployer dans les institutions européennes et de faire en sorte de respecter, de considérer, d'être attentif à ces PME qui sont, je le répète, ça n'est pas anecdotique, qui sont l'essentiel de l'emploi dans nos pays, l'essentiel de la valeur ajoutée, l'essentiel aussi du rôle social des entreprises dans nos territoires, dans notre pays, sur notre continent tout entier, mais qui aujourd'hui sont bien souvent écrasées par le fait qu'elles n'ont pas nécessairement les moyens de se faire entendre. Quand la Commission européenne s'est engagée au cours des dernières années dans un train d'inflation normative absolument stupéfiant, nous avons, avec le PPE, choisi de nous opposer. Et nous avons choisi de nous opposer à plusieurs textes majeurs parce qu'il nous semblait qu'ils représentaient un risque pour notamment ce tissu de PME. On pense par exemple à la directive sur les délais de paiement. On pense à la directive sur le devoir de vigilance contre lequel nous allons voter dans les jours qui viennent. Ce texte a été soutenu très largement par la majorité, par la gauche, par les écologistes, même par le Rassemblement national. Pour nous, au contraire, il représente un danger parce que beaucoup de chefs d'entreprise vont se retrouver dans une situation de risque pénal, faute de pouvoir contrôler la totalité de leur chaîne d'approvisionnement. Chacun d'entre nous sait que quand il va dans un restaurant, il n'a pas la possibilité, avant de commencer son repas, de vérifier que tout ce qui est dans son assiette a été cultivé dans les règles de l'art. Ben, c'est la même chose avec un chef d'entreprise qui, évidemment, ne peut pas remonter les 10 échelons de sa chaîne de valeur pour vérifier 520 points de contrôle au risque de se retrouver en prison. J'ai rencontré des chefs d'entreprise, de PME, de TPE qui m'ont dit « si ce texte passe, moi, soit j'arrête de travailler, soit je vais en prison ». Eh bien, cette situation-là, on n'a pas le droit de l'imposer à nos patrons de PME. Évidemment, les grands groupes, eux, ils ont des bataillons de juristes pour faire face à cette inflation normative, mais le tissu économique réel, lui, il se retrouve profondément fragilisé par cette inflation normative. Donc, respecter, écouter les PME pour simplifier, c'est le deuxième point. On avait exigé de la Commission européenne au début du mandat, et elle avait pris cet engagement, que pour une règle créée, elle en supprimerait une. C'était la règle du one in, one out. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été le cas. Et nous, depuis 3 ans avec le PPE, ça n'est pas une conviction de court terme, depuis 3 ans, nous demandons une pause réglementaire, parce que nous considérons qu'on ne peut pas décemment imposer toujours plus de contraintes, de contrôle, de surveillance à ceux qui produisent en Europe, et ensuite garder nos marchés ouverts à une concurrence mondiale qui n'a que faire des règles que nous imposons à nos propres producteurs. Simplifier, c'est le défi majeur. Aujourd'hui, le coût des normes, le coût des charges qu'entraînent ces normes représente un immense boulet au pied des entreprises de notre pays. Et je le sais, non pas pour être chef d'entreprise, mais pour être président d'une association à titre bénévole qui donne des cours de philo, que j'ai créé il y a une dizaine d'années, qui m'a conduit à recruter 1, puis 2, puis 3 personnes. Quand vous signez un contrat de travail aujourd'hui, en France en particulier, vous devez faire face à une telle complexité légale que même en ayant le soin absolu de respecter toutes les règles, vous ne pouvez jamais avoir la certitude que vous êtes complètement dans les clous. Eh bien, c'est cette situation-là dont il faut sortir aujourd'hui. On aura voté contre ces textes au cours des derniers mois, des dernières années. Ça nous a valu souvent des oppositions assez fortes avec nos collègues de la majorité qui, quoi qu'ils en disent, ont, eux, soutenu massivement cette inflation normative. Je pense au texte devoir de vigilance que j'évoquais à l'instant, je pense au texte restauration de la nature auquel nous nous sommes opposés, je pense au texte sur les délais de paiement qui nous aura aussi opposés. On a vu finalement pendant ce mandat, on a vu une coalition se former entre des groupes qui allaient de la gauche, des socialistes, de l'extrême gauche, des Verts et de nos collègues macronistes pour porter cette inflation normative, pour la soutenir au Parlement européen quand nous ne cessions de tirer la sonnette d'alarme sur ses conséquences sur l'écosystème européen. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons un changement de cap à la Commission européenne, que nous voulons un changement de direction, que nous devons retrouver le chemin de la simplicité, et ce ne sont pas que des mots. Nous exigerons de la Commission, avant toute investiture au début du prochain mandat, que s'applique désormais, prenant en considération ce que nous aurons vécu au cours des dernières années, la règle one in, two out. Il faut commencer par faire l'étude d'impact des réglementations qui sont votées, par regarder leurs conséquences, par supprimer ce qui doit l'être. Et oui, nous reviendrons sur les textes les plus nocifs, par faire en sorte de tirer les enseignements de ce qui n'a
pas fonctionner, de corriger ce qui doit être ajusté. On ne peut pas faire peser tout le temps la pression sur ceux qui produisent dans nos pays et jamais sur le législateur. Il faut que la pression s'inverse. On a beaucoup parlé de cette question en évoquant l'agriculture, mais ça vaut évidemment pour toutes les entreprises du pays. Il faut que la pression s'inverse. Il faut que celui qui produit la réglementation soit lui aussi réglementé. Il faut que celui qui produit la contrainte est à regarder lui aussi la contrainte de la réalité. Parce que sinon, c'est pas possible. Cette situation d'asphyxie imposée à notre tissu économique va conduire à aggraver encore le décrochage européen. Et le paradoxe de tout ça, c'est que ça ne se fait même pas dans le sens d'une amélioration globale de la responsabilité européenne en matière de droits sociaux, en matière de respect de l'environnement. Ça ne se fait à la fin qu'au profit d'une concurrence étrangère qui, ne respectant aucune de nos règles, est bien moins disante sur le plan social et sur le plan environnemental. Et donc, d'une certaine façon, si on poursuit dans cette logique, on aura tout perdu, on aura fragilisé notre économie et on aura donné un avantage compétitif exactement au modèle de production, au modèle économique, au modèle d'entreprise qu'on prétendait dissuader, mais cette fois-ci en donnant des parts de marché à nos concurrents extra-européens. Dernier point, libérer. On a un vrai sujet aujourd'hui de relance de notre économie. Et la relance de l'économie, il faut regarder comment on va l'organiser parce qu'on a besoin, évidemment, notamment de la financer. Hier, je participais à un débat entre les têtes de liste qui avait lieu à Angers. Toutes les listes étaient représentées, les têtes de liste étaient presque toutes présentes. Et ce qui m'a fasciné, c'est que quand on a parlé de financement de la transition environnementale, tous mes concurrents, tous, sans exception, ont répondu à la question du financement par la création de nouveaux emprunts et de nouvelles taxes. Tous. Pour moi, je ne crois pas que la spirale de la dette et l'augmentation de la fiscalité soit le chemin dans lequel il faut s'engager. S'il suffisait de créer des emprunts et des taxes pour stimuler l'économie et financer la transition environnementale, la France serait, parce qu'elle a le record du monde des impôts et qu'elle a la trajectoire budgétaire la plus inquiétante d'Europe, la France serait aujourd'hui le paradis sur Terre. Or, nous sommes seulement un enfer fiscal. Nous n'avons évidemment pas fait la démonstration que c'est en s'endettant plus et en fiscalisant plus les entreprises de nos pays qu'on finance l'économie. C'est le contraire. Nous, ce que nous proposons avec les Républicains, c'est, je crois, nous sommes la droite française et peut-être les seuls à assumer une ligne qui soit clairement de droite sur les sujets économiques, qui soit clairement favorable à une rationalité économique. Nous avons en Europe et en France la chance de pouvoir compter sur ce qui reste une force incroyable de notre continent et de notre pays, c'est-à-dire sur une épargne très abondante. Les Européens ont épargné 28 000 milliards d'euros aujourd'hui. Mais la différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, 45% de cette épargne est investie dans l'économie. En France, seulement 20%. En Europe, seulement 20%. Si vous faites la différence, ça fait 7 000 milliards d'euros disponibles. Et donc, on a un vrai sujet de mobilisation de l'épargne au service de l'économie. Aujourd'hui, nos produits d'épargne, ils ont été inventés dans les années 70 et 80. Ils sont en réalité largement décorrélés des besoins actuels de notre économie réelle. On a besoin d'engager les Français, d'engager les Européens dans le financement de l'économie, et c'est la clé de la prospérité future, y compris pour les citoyens, bien sûr. Et donc le vrai sujet, c'est pour nous, la vraie proposition que nous voulons faire pour le financement de cette transition, eh bien, c'est de créer un produit d'épargne européen qui permettra, en mobilisant ces financements disponibles, d'aller injecter dans l'économie réelle, et notamment dans les PME, dans les TPE, en leur donnant un accès plus simple au financement du développement dont ils ont besoin, des investissements qui leur sont nécessaires, d'injecter cette épargne dans l'économie pour recréer précisément l'oxygène et l'élan dont nous avons besoin. Hier encore, je visitais une petite entreprise qui se lance dans un projet industriel magnifique. Ils ont un immense problème d'accès au financement. C'est ça le grand sujet aujourd'hui, quand on a besoin de financer des transitions qui sont pourtant connues comme étant rentables. C'est-à-dire que cette entreprise sait que si elle parvient à financer l'investissement dont elle a besoin, elle sera immédiatement capable d'en assurer la rentabilité. Et pourtant, c'est difficile aujourd'hui d'avoir accès au crédit, d'avoir accès au financement. Et donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte, c'est aussi un enjeu de souveraineté, que l'épargne des Français, que l'épargne des Européens finance le développement de nos entreprises pour que nous ne devenions pas ce que nous sommes aujourd'hui en train de devenir, un continent détenu par d'autres acteurs étrangers. On se félicite parfois de l'attractivité du continent européen pour les investissements étrangers, mais c'est d'abord le signal qu'en réalité, nous ne sommes pas capables de financer nous-mêmes ce développement et donc que nous n'en tirerons pas nous-mêmes les bénéfices à long terme. Voilà.
financer pour libérer, simplifier, respecter. Je crois que c'est évidemment une introduction bien trop générale. J'ai déjà été trop long, je crois, donc je m'arrête là. Mais je serais très heureux de répondre à vos questions, évidemment, et de rentrer dans le détail. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Bellamy. Effectivement, il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure pour la séance de questions-réponses. Et la première question est posée par Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB. Je vais raccourcir ma question. Et juste vous rappeler que depuis 20 ans, l'Union européenne a mis une loi, enfin un concept pensé au petit d'abord, avec un test TPE-PME. Des textes arrivent notamment de plus en plus lourds et qui privilégient les grandes entreprises et mettent en difficulté nos TPE. Qu'est-ce que vous allez faire pour revenir à ce test TPE-PME et qu'il soit effectif? Alors nous, on a rappelé en permanence à la Commission européenne qu'elle avait le devoir de respecter ce qui est supposé être aujourd'hui dans son droit, mais je le redis, malheureusement, ça n'a pas été le cas. La présidente de la Commission européenne, dans la dernière ligne droite du mandat, pour faire droit à notre demande, a décidé de créer un poste d'envoyé spécial pour les PME. Je ne sais pas si c'était la bonne manière de répondre, mais pour signaler que cette question serait désormais plus au cœur de l'attention, je crois que c'était malheureusement bien trop tard. Nous proposons une règle simple. Peut-être connaissez-vous dans le droit européen ce principe de non-régression environnementale, qui veut que quand une règle a été votée sur le plan environnemental, on ne peut jamais revenir en arrière. Il y a une sorte d'effet cliquet. Nous proposons de créer dans le droit européen un principe de non-régression économique, pour prendre en considération de manière obligatoire les études d'impact. Ce qui veut dire que quand une étude d'impact démontre qu'un texte va faire baisser la production dans nos pays, va compliquer la capacité des entreprises de produire, de créer de la valeur, alors ce texte ne peut pas être adopté. Parce que produire mieux pour l'Europe, ça ne peut pas vouloir dire être contraint de produire ailleurs. Et aujourd'hui, on a un immense sujet, la CAPEB le sait bien sûr, sur la question de la production des biens industriels essentiels, mais aussi des services décisifs dont ont besoin les entreprises pour la transition environnementale. Nous avons le devoir de ne pas nous mettre dans la main de pays étrangers qui produiraient pour nous ce qui nous est le plus nécessaire. C'est un devoir économique pour ne pas détruire notre tissu social, c'est un devoir environnemental, parce que la transition écologique ne peut pas vouloir dire aggraver une mondialisation dérégulée qui a fragilisé la cause du climat et de l'environnement, mais c'est aussi un devoir de souveraineté, de sécurité pour nos pays. On a vu à quel point notre dépendance nous avait coûté cher face à la crise du Covid, face à la guerre en Ukraine. Donc on ne peut pas continuer cette fuite en avant dans l'organisation de nos propres dépendances. Et ce principe de non-régression économique, c'est une manière de s'opposer clairement à l'agenda de décroissance qui en réalité est en creux derrière l'inflation normative que nous avons combattue au cours des dernières années au Parlement européen. Deuxième question, cette fois c'est au tour de Fabienne Munoz, représentante de la CNAMS. Bonjour Monsieur Bellamy. Donc les TPE et PME souhaitent s'investir majoritairement dans la transition verte. Cependant, l'Union européenne impose pour cela des obligations de déclaration qui sont totalement inadaptées aux TPE. Par exemple, la directive communication durable des entreprises dite CSRD va compliquer encore la vie de toutes les entreprises présentes dans une chaîne de valeur. Les TPE, PME, comme vous le savez, n'ont pas de ressources humaines et financières, vous l'avez dit à plusieurs reprises, donc pour y répondre, quelle alternative proposez-vous ? Encore une fois, je le redis, pour moi, ce qui compte, c'est qu'on commence le mandat qui vient en faisant la véritable étude d'impact des textes qui ont été votés pour vérifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pour abroger ce qui doit l'être. CSRD, pour moi, est un mauvais texte et il faut revenir dessus. Parce qu'on ne peut pas exiger de reporting de la part du tissu économique et notamment, encore une fois, des PME et des TPE. Et je le redis d'ailleurs, de ce point de vue-là, moi je suis frappé de voir à quel point certains textes ont été portés ou validés, y compris par des très grandes entreprises qui ont servi de caution à un agenda normatif parce qu'elles peuvent y faire face. Mais ça n'est pas le cas du tissu économique réel des PME, des TPE qui font vivre l'emploi et l'économie et qui, elles, pour le coup, sont démunies face à cette inflation. Je pense à un autre type de reporting qui est celui qui est exigé des entreprises pour avoir accès à des fonds européens, les fonds du plan de relance, les fonds des différents financements de la transition. Quand vous avez des dossiers qui sont extrêmement complexes à remplir, qui supposent beaucoup de temps, qui exigent
un investissement massif en termes de ressources humaines dans la préparation de la demande de financement, ça n'est pas adapté pourtant aux entreprises qui ont le plus besoin de ces financements. Donc il faut simplifier, c'est vraiment le défi majeur. CSRD, vous le dites, vous l'évoquiez, c'est, je crois, un texte dangereux, et je reviens sur le texte devoir de vigilance. Le vote est la semaine prochaine. Pour moi, ce sera l'occasion de voir, parmi les différents candidats que vous allez voir venir devant vous, je ne doute pas que tous vous feront de grandes déclarations d'amour, évidemment, mais regardons qui fait quoi. Regardons qui vote quoi. Parce que devoir de vigilance, c'est cette contrainte de reporting de CSRD portée à la puissance 10. Ce sont ces obligations déclaratives sur toute la chaîne de valeur des entreprises. On parlait de la CAPEB du bâtiment, on pourrait parler de bien d'autres secteurs. On va demander à des chefs d'entreprise de contrôler. Et encore une fois, l'intention est très louable. Je ne conteste pas du tout le souhait de ceux qui portent ces textes dans la sincérité de la cause qu'ils défendent. Évidemment, qui est pour le travail des enfants? Personne. Qui est pour le travail forcé? Personne. Mais comment voulez-vous demander au chef d'une entreprise, d'ailleurs, quelle que soit sa taille pour le coup, d'aller vérifier à 10 degrés dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire en amont de toute la production dont il utilise les résultats pour sa propre activité, de vérifier que rien n'a été fait avec du travail d'enfant? En fait, c'est techniquement infaisable. Et on se retrouve dans une situation qui est d'ailleurs révoltante de suspicion pour les chefs d'entreprise. Comme si, au fond, des chefs d'entreprise choisissaient de fermer les yeux ou bien voulaient se rendre complices de pratiques qui sont inhumaines ou dégradantes. Mais pas du tout. C'est simplement que, voilà, on légifère pour le monde réel. On légifère pas pour un monde idéal. Je suis prof de philo, je vous le disais tout à l'heure, mais je sais la différence entre la République de Platon et la réalité du travail quotidien auquel vous êtes confrontés dans vos entreprises. Et quand vous avez en tout et pour tout 2 ou 3 fournisseurs possibles sur des produits nécessaires à l'activité de votre entreprise, que vous représentez 0,0000001% de leur activité et que contrôle le marché mondial, vous n'allez pas pouvoir leur demander de vous garantir avec des documents certifiés en bonne et due forme que leur propre chaîne de valeur est totalement exempte de ces 520 éléments de certification qui vous sont demandés par l'Union européenne. Donc ces entreprises vous diront, écoutez, si vous me demandez de vous remplir ces dossiers-là, moi je ne vous vendrai plus rien. Vous n'avez plus qu'à arrêter de travailler, ou bien, encore une fois, à vous mettre dans l'illégalité. C'est intenable, en fait. Moi aussi, je suis contre le travail des enfants, mais la meilleure manière d'éviter qu'on fasse venir en Europe des produits qui sont fabriqués avec du travail des enfants ou du travail forcé, c'est de soutenir nos entreprises européennes pour qu'elles puissent produire elles-mêmes, pour qu'elles puissent développer sur notre sol, dans le respect de nos règles, ce dont nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ces exigences de reporting sont complètement déconnectées de la réalité des contraintes économiques. Et je pense qu'il faudra commencer le prochain mandat. Vous savez, pour moi, la logique de cette formule qui malheureusement fonctionne mieux en anglais qu'en français, mais doit s'appliquer aussi à l'Union européenne. Less is more. Parfois, moins c'est mieux. Et nous assumons de faire campagne en disant que ce qui compte pour nous, c'est pas seulement les textes qu'on voudrait écrire demain, mais aussi ceux qu'on voudrait supprimer. Voilà, je pense qu'on a besoin de retrouver le sens de la liberté, et ce sens de la liberté au cœur de la prospérité de l'Europe de demain, il s'applique particulièrement, bien sûr, au tissu économique que vous représentez ici. On va parler maintenant de concurrence déloyale avec vous, Christophe Sens, le président de l'UNAPL. Bonjour, Monsieur Bellamy. L'harmonisation des règles au sein de l'Union européenne est nécessaire. Pour mettre fin à la concurrence déloyale dont souffrent les TPE-PME, je citerai les travailleurs de plateforme, le travailleur détaché. Quelles réformes proposez-vous pour protéger les TPE-PME de la concurrence déloyale? Merci. Il y a 2 aspects dans la question que vous posiez. La concurrence déloyale, j'en parlais tout à l'heure, c'est celle que subissent les Européens face au marché mondial, et c'est celle, vous le touchez du doigt, que subissent les entreprises françaises dans le marché européen. Pour pouvoir l'empêcher, sur ce 2e point, on a déjà parlé du premier, pour pouvoir lutter contre cette concurrence déloyale, je dirais il y a deux réponses à apporter simultanément. La première, c'est qu'il faut être européen. On est européen ou on ne l'est pas. On choisit le marché européen ou on ne le choisit pas. Nous voulons le marché européen parce que c'est un élément de prospérité, c'est un élément de rayonnement pour nos entreprises, et nous savons qu'aujourd'hui, ce marché, avec sa profondeur de marché, c'est évidemment une chance, une opportunité pour le développement de notre activité économique. Mais dans ce cas-là,
si on a choisi le marché européen, si on s'est retiré toute barrière douanière à l'entrée du marché français, si on s'est retiré toute capacité de filtrer les importations, dans ce cas-là, il ne faut pas créer de distorsion de concurrence entre les Français et les Européens. Et moi, je ne comprends pas que le gouvernement continue aujourd'hui, avec sa majorité, d'adopter cette espèce de logique étrange qui voudrait qu'il faudrait être les meilleurs en Europe, il faudrait être les mieux disants, il faudrait être les plus vertueux. Il faudrait montrer l'exemple. Vous avez entendu ça des dizaines de fois. La France veut être pionnière. Alors on s'interdit des choses qui sont permises à nos voisins européens. On s'interdit des produits, des substances, des manières de fabriquer qui sont permises à nos voisins européens. Vous savez, faire une campagne, c'est toujours très instructif. On va partout en France. Je l'ai fait pendant tout le mandat. Depuis 5 ans, je vais partout sur le terrain. Quand j'ai fait un déplacement en France chaque semaine depuis le début de ce mandat européen. Quand je vais au nord, à l'ouest, au sud, les gens me disent « par pitié, arrêtez avec les normes européennes ». Et quand je vais à l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne, par exemple, ou bien avec nos autres voisins européens, les chefs des PME et des TPE, là-bas, me disent « par pitié, appliquez-nous les normes européennes ». Parce que moi, je vois bien, en fait, en réalité, que ce que je subis tous les jours, c'est pas les normes européennes. Parce que mon concurrent, à 15 km d'ici, mon voisin, mon ami, de l'autre côté de la frontière, lui, il n'a pas du tout à faire face aux mêmes contraintes et à la même complexité. Donc, le premier sujet, c'est si on veut être vraiment européen, et nous le voulons, mais dans ce cas-là, refusons de nous imposer toujours plus de contraintes que les autres. Et nous proposons, avec les Républicains, d'interdire toutes les surtranspositions. On y travaille avec nos parlementaires nationaux, à l'Assemblée, au Sénat. On n'a jamais voté en faveur d'une surtransposition des règles européennes et nous proposons même de supprimer les surtranspositions passées pour remettre la compétition française à l'équilibre avec la compétition européenne. Ça, c'est le point important. Il faut sortir de cet agenda de complexité européenne, mais il faut aussi que la France elle-même se libère des freins qu'elle ne cesse de s'imposer. Et ça, je crois que c'est fondamental. On n'arrivera pas... il me semble que c'est vraiment essentiel de rappeler ça. On n'arrivera pas à redevenir compétitif en cherchant à exporter notre complexité dans les autres pays européens. On doit faire le travail de libérer nos entreprises de cet agenda normatif qui aujourd'hui les asphyxie, y compris par rapport à leurs concurrents à l'intérieur de l'espace européen. Et puis le deuxième aspect, c'est sur l'unification de la réponse européenne. Vous avez évoqué les travailleurs des plateformes. On a mené cette bataille malheureusement contre le gouvernement français. J'ai du mal à comprendre pourquoi il aura pris systématiquement le parti des plateformes dans ce combat. Mais finalement, c'est un choix assez clair d'Emmanuel Macron depuis qu'il est d'ailleurs ministre de l'économie. Il y a une proximité avec la logique des plateformes. Nous, on croit qu'il faut appliquer les mêmes règles aux grandes plateformes américaines qu'à nos PME et nos TPE françaises et européennes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des acteurs mondiaux qui soient exonérés des règles sociales, de la responsabilité sociale qui s'applique aux entreprises de nos pays. Et donc, on a bataillé sur ce texte pour les travailleurs des plateformes. Toutes les normes européennes ne sont pas mauvaises. Parfois, et vous le savez très bien, elles vont dans la bonne direction quand elles permettent justement d'harmoniser les conditions de concurrence. Ça, c'est un sujet qui a été beaucoup travaillé. Je crois qu'il faut qu'on continue d'aller dans cette direction, de faire en sorte que sur le marché européen, les mêmes règles s'appliquent pour tous. On en vient à la question des retards de paiement et de trésorerie avec Dominique Enract, le président de la Commission des affaires européennes de l'UDP. Bonjour Monsieur Bellamy, merci d'être présent. Alors, les retards de paiement entraînent pour beaucoup d'entreprises des difficultés de trésorerie. La Commission a proposé un règlement à l'automne dernier qui prévoit des délais très stricts de 30 jours. Si l'intention est bonne, cette rigidité risque d'entraîner d'importantes difficultés pour les TPE-PME. En effet, ces dernières ont besoin d'une certaine flexibilité, dérogation pour certains secteurs, maintien dispositif des factures récapitulatives pour d'autres. Quelle est votre position ? Merci. Merci Monsieur le Président. Alors de fait, je partage absolument votre point de vue. L'intention est bonne parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai grand sujet de trésorerie pour beaucoup d'entreprises à l'égard des délais de paiement. Rappelons d'ailleurs que l'État n'est pas totalement dénué de responsabilité non plus, ni les collectivités parfois, dans les difficultés qui sont faites aux entreprises qui travaillent avec des acteurs publics et qui ont du mal à se faire payer en temps et en heure, engendrant de vraies grandes difficultés de trésorerie et parfois même des risques sur la survie des entreprises concernées. Donc oui, il faut une réponse pour
faire en sorte, et là pour le coup l'intention était bonne, il faut une réponse pour faire en sorte que les entreprises n'aient plus à subir ces situations chroniques de retard de paiement qui les mettent en difficulté. Mais le problème, là encore, et c'est très intéressant, ce sujet est très symptomatique, c'est que la Commission européenne part d'une bonne intention, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure sur le travail des enfants, mais à force de vouloir tout traiter depuis un bureau à Bruxelles, on en oublie la manière dont vit l'économie réelle. Et donc nous, depuis le début, depuis le moment où ce texte est rentré dans les tuyaux, on alerte, avec vous d'ailleurs, avec les entreprises, sur les risques qu'il fait peser sur beaucoup de secteurs. Je pense par exemple à la librairie. Ce matin encore, là, je viens de signer un amendement pour faire en sorte d'intégrer la chaîne du livre d'une manière qui soit correcte, parce que la librairie a une organisation de sa trésorerie sur la chaîne de valeur qui est très spécifique. Je pense à la bijouterie, je pense à beaucoup d'entreprises de commerce de proximité qui aujourd'hui ont une organisation de leur délai de paiement qui est très spécifique à leur filière respective et dans laquelle il n'y a pas de difficulté particulière d'ailleurs. Et la règle des 30 jours ferait s'effondrer littéralement les structures même de ces chaînes de valeur et donc de ces filières économiques tout entières. Donc nous, je crois qu'on a obtenu satisfaction. Le texte qui vient maintenant sur la table du Parlement européen est infiniment préférable à sa version initiale, grâce au travail qu'on a fait au sein du PPE, je pense pouvoir le dire, grâce au combat qu'on a mené. On a aujourd'hui un texte qui va prendre en considération la réalité de la diversité de ces filières, qui va faire en sorte de créer une pression efficace, j'espère, pour résoudre ces problèmes de retard de paiement sans mettre à mal des écosystèmes de filières qui sont assez spécifiques. Je pense que c'est un combat qui est en voie d'être gagné. Le vote n'a pas encore eu lieu, donc il ne faut pas crier victoire trop tôt. Mais on aura la semaine prochaine, je pense, une bonne nouvelle sur le texte final qui sortira du Parlement. Et je crois que c'est là pour le coup le signal que ce combat est gagné. Ça me permet de vous dire aussi ce qui relève aussi de la vision que nous avons de l'engagement politique. Voilà, je pense que vous verrez encore une fois beaucoup de têtes de liste venir vous dire leur attachement au monde économique. Moi, je crois qu'à la fin, ce qui compte quand les Français vont voter, c'est qu'ils regardent qui a fait quoi. Parce que je crois, c'est quelque chose qu'on partage ensemble, j'en suis sûr, je crois à la valeur du travail. Et je crois que rien ne se gagne sans le travail. Et vous savez tous dans vos entreprises que aucun résultat ne s'obtient si on s'y remet pas tous les jours, tous les matins, si on se bat pas, si on fait pas cet effort courageux, déterminé, patient, persévérant pour surmonter les difficultés. C'est comme ça que ça fonctionne. Il suffit pas de venir au Parlement faire de grandes déclarations pour réussir à faire œuvre utile. Il suffit même pas d'être présent pour voter. Au Parlement européen, ce qui compte, c'est le travail patient et déterminé pour négocier les textes, pour faire bouger les lignes, pour gagner des arbitrages, pour mettre la pression là où il faut. Et souvent, malheureusement, la France a été trop absente dans ce combat. Souvent, nous, Français, on s'est plaint que l'Europe n'allait pas dans la bonne direction parce qu'on n'était pas là où il fallait pour pouvoir agir à temps. Ce qu'on a fait, je citais ces quelques exemples tout à l'heure sur des sujets très spécifiques, ces combats, on les a gagnés. Et plutôt que de voir aujourd'hui les vitraillistes se plaindre que l'Europe détruit leur filière ou les lavandiers se lamenter que la Commission vienne arracher les plants de lavande dans les collines de Provence, aujourd'hui, en fait, en prenant les choses en amont, on corrige le tir, on ajuste ce qui doit l'être. On a gagné des batailles, on en a mené beaucoup, on en a perdu parfois, mais en tous les cas, je crois qu'on aura été là tous les jours sur la brèche parlementaire pour faire en sorte que les choses avancent dans la bonne direction. Et ce qui compte pour moi, ce qui a compté pour moi tout au long de ce mandat, c'est d'être à la hauteur de la confiance qui nous avait été témoignée en faisant en sorte que le travail soit fait, que le travail soit bien fait. Je crois que c'est une valeur, cette valeur du travail, cette dignité du travail qu'on partage évidemment avec vous tous ici. Encore une question, mais juste en quelques mots. En quoi votre liste est-elle différente des autres listes et pour quelles raisons les entreprises représentées aujourd'hui par l'UDP devraient voter plutôt pour la vôtre ? Bon, elles voteront pour qui elles voudront. On vit un grand moment de démocratie. C'est important que chacun puisse se déterminer. Moi, je suis venu partager ce qui a été le cœur de notre combat au cours des dernières années. Partager aussi ce qui est notre projet pour l'avenir. Nous croyons que l'Europe peut retrouver son sens et son efficacité, mais elle ne le pourra qu'à condition de remettre les choses à l'endroit. Et j'ai répété pendant 5 ans au Parlement européen qu'il n'y a pas de valeur qui soit, qu'il n'y a pas de richesse créée, qu'il n'y a pas d'emploi suscité, qu'il n'y a pas de capacité pour nos pays de rayonner et de faire valoir leur place dans le monde
sans les entreprises et le travail des entreprises. Nous ne sommes là que pour faire en sorte de créer le cadre requis pour que les Français, pour que les Européens créent cette valeur, développent des emplois, innovent, inventent l'avenir. Et ce n'est pas les États, ce ne sont pas les organisations politiques qui créent de l'emploi ou de la valeur. Ce sont, encore une fois, les entreprises partout dans nos pays. Et je crois qu'il faut toujours le rappeler parce qu'il y a une très grande tentation de nos gouvernants, une très grande tentation de beaucoup de responsables politiques de penser finalement que la politique est d'une certaine manière ce dans quoi s'invente l'avenir. Moi, je crois que le rôle que nous avons, c'est d'abord de vous épauler, de vous soutenir. Et pour ça, je le redis, de faire en sorte de commencer par vous écouter, par simplifier le cadre autour de vous et par libérer les énergies qui sont aujourd'hui au cœur de notre tissu économique. Je pense que le fait est que malheureusement, nous sommes un peu les seuls à tenir ce discours-là aujourd'hui. Parce que on voit finalement au Parlement européen, finalement, en réalité, ils l'assument d'ailleurs aujourd'hui au début de leur campagne, que les élus macronistes ont voté 90% avec les socialistes. C'est ce que revendique Valérie Hayer, la tête de liste d'Emmanuel Macron. On a vu effectivement la majorité présidentielle s'associer à la gauche sur tous les sujets, aux socialistes, aux Verts, pour porter bien souvent un projet malheureusement de décroissance économique. Et puis de l'autre côté, j'entends le Rassemblement national qui lui aussi multiplie les propositions de taxation, de contraintes. Hier encore, le représentant du Rassemblement national nous promettait de faire tourner la planche à billets pour financer l'économie et d'imposer à la BCE une politique de création monétaire massive. Voilà, moi je ne crois pas qu'il y ait d'argent magique. Je ne pense pas que ça existe, la planche à billets. Je pense que ce qui compte, c'est qu'à la fin, la valeur qui se crée, elle vient de vous, elle vient du monde économique, et que si on veut pouvoir retrouver une Europe prospère, si on veut retrouver une France qui rayonne dans une Europe prospère, il faut commencer par faire confiance de nouveau à ceux qui créent cette valeur, à ceux qui créent la valeur économique, mais aussi la valeur sociale, la valeur humaine qui est au cœur de nos pays. Et voilà, je voulais encore vous remercier de tout ce que vous faites pour cela et vous dire qu'on a été encore une fois vraiment heureux de travailler avec vous, d'échanger avec vous au cours des dernières années. J'espère qu'on sera à la hauteur de cette mission parce que c'est vraiment le destin de notre continent, de notre pays qui se jouera dans les années qui viendront. Merci encore. Merci Monsieur Bellamy. Merci beaucoup. Bonne journée et bon courage pour la suite de la campagne. Merci.